Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de Gogoulet. Gogoulet, c'est ici où on va parler de marketing, on va discuter ensemble de sujets marketing qui sont pigés dans un pot, l'info. C'est ici où on va pouvoir chialer sur Facebook, discuter des différents problèmes qu'on peut rencontrer dans les médias sociaux, discuter des nouvelles stratégies marketing, puis essayer d'explorer, essayer de comprendre un peu plus la patente. Là. On est ici pour philosopher, on est ici pour regarder un peu c'est quoi, se poser des questions. Encore une fois, cette semaine, je suis joint par Monsieur Banane lui-même. Allô Jean-François. Avec Michel. Michel, comment ça va? Ça va très bien, toi? Hey, ça va très très bien. Michel, j'ai pas le choix de te poser la question. Tu as surpris tout le monde cette semaine sur tes réseaux sociaux avec une photo compromettante. Ouais, ben oui. Eh oui, Je me suis montré à banane. Non. On est live, je le rappelle. Ouais. Euh, Non, c'est le concept, hein, ça s'en vient. Là. La semaine passée, j'ai montré le chapeau. Cette semaine, c'est le chandail. La semaine prochaine, on va espérer que c'est autre chose. non, j'avoue, hein, on est. Il y a des choses qui s'en viennent. Michel est comme ça, un effeuilleur à l'envers. Fait que il va se mettre du linge au lieu de l'enlever. Fait qu'on va pouvoir voir ça. Michel, un autre sujet aujourd'hui Ouais. assez spécial. On entend moins parler au Québec, mais est-ce que devenir une référence, ça peut générer des ventes? Ouais. Est-ce que devenir une référence dans mon domaine, est-ce que devenir une référence sur le web, ça peut générer des ventes? On part de où? Premièrement, devenir une référence, c'est quoi? Ouais. C'est drôle parce que la question, c'est une des choses que j'essaie de répéter à mes clients le plus souvent. Je ne cherchais pas à être des influenceurs, je cherchais à devenir une référence. Les deux vont parfois ensemble, mais vont pas nécessairement dans la même direction. Fait que devenir une référence, c'est quoi? Devenir un expert, se présenter comme un expert, travailler sur sa posture d'expert, se faire connaître pour les bonnes raisons et non pas viser de la popularité nécessairement. Devenir une référence sur le web, pour moi, c'est un peu ça, c'est de ne pas viser nécessairement une grande portée ou une portée auprès de tout le monde, mais de devenir le plus pertinent possible pour les gens qu'on peut aider. Je sais pas pour toi. Devenir une référence, c'est assez complexe. Hein? Encore une fois, pour devenir une référence, le positionnement que j'ai toujours eu, c'est d'être capable de... Est-ce qu'on peut qualifier être une référence comme étant un expert ou avoir une expertise? Mm. De mon côté, c'est vraiment là. Être une référence, parce que surtout sur le web, une référence dans un milieu précis, ça peut être assez nébuleux. Ouais. Donc, Parce que la référence, tu sais, l'expert, le ouais. produit, lui, peux-tu devenir une référence? La marque, peux-tu devenir une référence? Est-ce qu'une marque peut être une référence? Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Puis, tu sais, c'est drôle, là, hier, j'ai lancé enfin, j'ai publié un de mes articles, puis je Oui, excellent trouve que c'est un d'ailleurs. bon exemple, tu sais, le clan Panton. Le Oui, clan Panton est devenu une référence au Québec en matière de déménagement, oui. mais est-ce devenu en raison de la qualité du déménagement lui-même ou en raison du jingle qu'on a appris tout le monde par cœur puis que je veux pas chanter parce que c'est sûr je vais me mettre à le fredonner le restant du podcast? C'est l'œuf ou la poule. Ouais. Est-ce que c'est leur jingle qui est arrivé avant la référence? Est-ce que le service à la clientèle a poussé le jingle? Est-ce que c'est un amalgame de tout ça? Donc, oui, c'est une très bonne question à apporter du côté de est-ce qu'une marque peut être une référence? Bon. Ouais. Là, on essaie de définir référence, on va y revenir. Là. Mm. Avec référence, plus de ventes. Est-ce que ça va de soi de manière automatique? Eh boy, non. Tu sais, je pense que j'ai déjà fait la joke de SEO. Là, je l'ai faite une fois, je pense, dans le podcast. Ah, tu peux Le la meilleur refaire. endroit pour cacher un cadavre, c'est sa deuxième page de Google. Personne n'y On va. peut être le meilleur expert du monde ou encore avoir le meilleur produit du monde. S'il est sa deuxième page de Google, on ne sera jamais une référence, on ne le vendra pas. Non, c'est ça. Euh, Fait que non, être la référence en matière de qualité, tiens, pas nécessairement la même chose qu'être une référence accessible ou disponible ou, admettons, facile à trouver pour les gens qu'on peut aider. Fait que
Est-ce que ça peut générer des ventes? De mon point de vue, oui. Même si c'est des meilleures ventes qu'on va aller générer en montrant qu'on est la référence ou en devenant la référence. Mais est-ce que ça se fait tout seul? Non. C'est pas parce qu'on est la référence ou qu'on est reconnu comme étant quelqu'un de qualité qu'on va réaliser des ventes pour autant, là. OK. On a-tu des exemples de références? Ben, en fait, dans mon domaine, dans notre domaine plutôt, Jean-François, il y en a quand même plusieurs, là. Je pense on parlait de Moz. Avant le podcast, on a parlé à un moment donné SEMrush, des choses comme ça. Neil Patel. Ouais, Neil Patel. Sont devenus des références dans leur domaine, ce qui a fait en sorte que les outils qu'ils vendent sont souvent mentionnés, donc référés par d'autres. Fait que oui, ils vont réaliser des ventes grâce à ça. Matière automobile, on a déjà parlé de Tesla. Oui. Tesla qui est devenu une référence en matière de véhicules Oui. hybrides, pas hybrides, dans leur cas, c'est complètement électrique. Complètement. Est-ce que ça a augmenté les ventes? Oui, juste à regarder les stocks, le stock, la bourse de Tesla, la valeur qui est constamment en train de monter. À un moment donné, oui, être devenu la référence dans leur propre domaine a fait en sorte que les ventes ont augmenté. Fait que des exemples de référence, il y en a plein. Il y en a plein dans différents domaines, mais en fait, avant d'aller dans le mais, toi, Jean-François, t'en as-tu une couple d'exemples de références qui t'inspirent? Des références, de mon côté, c'est sûr, c'est beaucoup plus au point de vue du branding personnel. Mais tu sais, pour compléter avec Tesla, si on regarde juste Elon Musk, Ouais. Il était classé comme fou, encore d'ailleurs. Il était classé. Non, c'est ça, on est encore dans le réel, mais il était classé comme un extraterrestre complètement. Puis de créer un produit, de dire que vous pouvez l'utiliser, voici les plans, puis voici comment vous pouvez le créer. Je le rends disponible à tous. Tout le monde trouvait ça un peu étrange. Étrangement, Elon Musk, dans le dernier recensement dans le dernier recensement je ne dirais pas, de Forbes aux États-Unis, il est sorti premier, même en avant d'Amazon. Donc, il y a quelque chose là à regarder. Donc, est-ce que, au point de vue d'une référence, oui, c'est une référence intéressante. J'ai Gros-Gars en chef qui est connecté, qui dit « Oups, ça commence à parler de bourse. » Ouais. Ça nous arrive des fois de s'échapper de ce côté-là. Mais oui, on en voit, on en a des références. Une marque référence reste que, de mon côté, c'est Apple. Ouais. Est-ce c'est ça, pour le bien et le mal? Une marque peut-tu être une référence? De ton côté, penses-tu que oui? Parce que moi, oui, pour moi, une marque peut devenir une référence. Ses produits vont devenir une référence pour leur catégorie. Mais toi, ton côté, tu fais-tu une distinction entre être une référence pour un individu et être une référence pour une marque? Ça ne se traite pas de la même manière. C'est surtout là. C'est là que j'en fais la distinction. C'est pour ça que j'ai un peu de difficulté à essayer d'amener les deux ensemble. OK. Exemple. Apple est une référence. Apple a été pendant longtemps le leader dans l'industrie, entre autres pour tout ce qui est mobilité, téléphone intelligent et compagnie, tout ce qui tourne alentour de ça. La marque en elle-même est devenue pratiquement une secte où les gens attendent le prochain produit, la prochaine nouveauté, la prochaine patente, la prochaine chose, incapable de jouer un peu avec ça. Par contre, est-ce qu'Apple serait une référence s'il n'y avait pas une référence comme Steve Jobs à l'arrière de ça pour le pousser à l'avant? Même chose avec Google. Est-ce que Google est la même chose sans Larry Page? Est-ce que Microsoft est la même chose sans Bill Gates? Donc, pour que la marque devienne une référence, beaucoup des marques références qu'on voit ont un personnage en arrière qui lui aussi est une référence dans son milieu. Je ne sais pas si Gros-Gars en chef, tu penses à une entreprise qui n'a peut-être pas nécessairement une grande figure à l'arrière, mais qui domine la bourse. Il y a peut-être de ce côté-là quelque chose à pousser, à regarder. Mais il y a une recherche là, à faire.
de ce Ouais, mais je côté-là. comprends ce que tu veux dire. Je comprends mieux, en fait, pourquoi tu fais la distinction entre les deux. Dans le sens, c'est vrai que j'ai pas tant d'exemples que ça de grandes marques à succès, à part justement, tu sais, admettons un produit qui est vraiment de qualité, puis on passe au travers de qui le fait, là. Euh, Souvent, l'entreprise elle-même ou la marque va avoir un personnage derrière. Euh, Même récemment, je donnerai pas les noms, mais récemment, il y a un indice en bourse. On va revenir avec la bourse, ça a l'air c'était à mode aujourd'hui. Euh, L'entreprise a perdu des points. Le réflexe automatique des gens qui avaient des actions, puis là, on parle pas des gros, là, plus des petits joueurs qui en avaient comme 4-5 000 actions. Ça a été, il faudrait renvoyer le CEO, il n'est pas marketing pantoute, c'est juste un expert. Puis là, je me rends compte que moi-même, dans ma réflexion, souvent, je suis, ben, deviens l'expert, puis tu vas devenir la référence. Mais dans ce cas-ci, le gars, c'est vraiment un expert. Mais son entreprise est en train de se faire blaster parce que c'est pas un gars de marketing ou un gars de com qui est à la tête. Ouais. C'est un expert qui est là, qui prend pas des décisions purement financières. Mhm. J'ai gros gars en chef qui nous revient, qui vient de nous blaster, là, demain. Il vient d'arriver avec 3 meilleurs exemples que tu peux pas avoir, surtout en temps de pandémie. Kleenex, Scott Towel, Purell. Ben oui. Hein? Ben oui. C'est qui est derrière Purell? C'est qui est derrière Kleenex? Vite de même. Là, faudrait que je cherche. Gros gars en chef, faut qu'on t'invite sur le podcast. On n'a pas le choix. Ouais. Hey, merci, vraiment 3 bons exemples auxquels c'est tellement facile en plus de Oui, c'est penser à ça. ça, parce que moi, Mais encore là, c'est une référence. Le produit est une référence. Quand le nom de business devient non commun, on pense à frigidaire. ouais. Quand le nom de business devient non commun d'un produit, tu as réussi dans le marché. Là, tu as une domination totale. Quand le nom de ton entreprise entre dans le dictionnaire, pas sous le nom du produit, puis qui arrive avec une structure complètement différente, puis qui devient le nom référent, là, il arrive en plus, stylo bic. Hmm. Non, c'est fort ça quand même. Mais Kleenex, c'est vrai, c'est tellement un. C'est un bon exemple. Kleenex en tant que tel, le nom est devenu la référence. Même si tu penses à d'autres marques, même si tu achètes d'autres marques. Là, T'achètes un j'essaie de me dire, y Kleenex. a-tu d'autres marques de Kleenex que je pense, à part Oui. les Royal? C'est drôle, hein? Ouais, ça, c'est à cause des chats pour toi, c'est pas pareil. Ouais, mais ça, c'est ça. Sont doux pour vrai. OK. Ouais, c'est bon. Mais ça me pousse à réfléchir, là. Tu sais, dans le cas des produits, il y a plein d'autres exemples qui me viennent. Drano, ça en a un autre, Ouais. justement. On reste dans les produits de la salle de bain, là. Ouais. Mais c'est ça, il y a plein de produits que je me rends compte, il n'y a pas nécessairement une figure qu'on connaît tant que ça, ou du moins qu'on connaît aujourd'hui, qui est restée dans la mémoire collective des gens. Par contre, je vais faire mon avocat du diable. Mais combien de personnes ont acheté un frigidaire qui n'était pas un frigidaire? Combien de personnes achètent des Kleenex? Toi-même, le premier, Michel, tu viens de te vendre, là, qui achète des Kleenex, mais qui n'en est pas un. Donc, oui, je comprends que le nom domine, ça change la donne complètement. Ils ont fait un coup d'argent de manière temporaire, là, dans le temps, là, on s'entend. Là, ils roulent encore sur l'or. Là, ils sont pas dans le trou. Là, c'est pas demain qu'ils vont faire faillite, là, on s'entend. Là. Mais est-ce que c'est parce qu'ils s'appellent Kleenex qu'ils font de l'argent ou est-ce que maintenant les autres peuvent voguer sur le nom de Kleenex qui va les amener en avant? Ouais. Tu sais, je comprends, mais en même temps, la réflexion, c'est les gens sont tellement habitués de dire Kleenex, ils vont-tu acheter la marque Kleenex ou ils vont aller vers, admettons, les autres arguments de vente qu'il pourrait y avoir. Tu sais, je comprends, là, il y a une distinction à faire, mais ça, les chiffres, je les ai pas en ce moment. Là. Mais regardez la psychographie des gens qui magasinent des Kleenex. Ça serait le fun. Même, quand je viens de dire des Kleenex, des papiers mouchoirs. Oui, non, mais ça, c'est clair que la prochaine affaire que je fais, c'est justement, je mets un robot directement sur ce mot-là pour être capable d'aller chercher de la démographie complète des personnes qui magasinent des Kleenex. Tu sais, dans le cas des produits, c'est ça, là, peut-être qu'il y a quelque chose à voir. Dans le cas des marques puis des figures qui sont derrière les marques, tu sais, j'essaie plus de penser, bon, non, on parlait de Tesla, j'ai pensé à Moss tantôt, avec Randy Fishkin derrière.
difficile. Randy Fishkin, en fait, il faudrait que je vérifie s'il est encore dans Moz ou finalement il est rendu purement dans sa startup. Ouais, c'est pas clair, hein? Non, des fois, il a l'air pour moi, il a un pied dedans encore, mais il veut pas fermer la porte. Mais tu sais, c'est ça, c'est dur des fois de penser à un sans penser à l'autre. Dans le cas de Moz, notamment, c'est clair que si j'en parle, je cite un article de Randy Fishkin. Ça va de soi. Moz étant, je pense que je l'ai dit au début, là, mais l'entreprise qui se spécialise en référencement puis qui sont vraiment rendus gros là, avec leur outil qui est super efficace. Ouais. Ils ont développé un outil pour travailler du SEO, pour travailler du référencement. Ouais. Ils ont travaillé une suite d'outils, un peu comme une suite Microsoft, mais spécifiquement pour le référencement. Puis c'est devenu le leader de l'industrie en quelques années à peine. Ouais, mais je trouve pas l'équivalent pour SEMrush. Tu sais, là, on pense en live. En outil, mais on pense en outil marketing aussi. Ouais. Puis dans le cas de SEMrush, j'ai pas l'équivalent. J'ai pas un expert auquel je pense. Je pense à l'équipe derrière SEMrush qui publie des articles puis qu'il y a divers noms qui reviennent. Ouais. Alors que c'est pas le cas dans Moz. Fait que de savoir maintenant lequel des deux vend plus, vite de même, me semble que c'était Moz qui avait les plus gros chiffres. Mais est-ce que le fait de... Est-ce que c'est Randy qui vend plus ou Moz? Lequel des deux, laquelle des deux références va amener le plus de ventes? Ça, c'est un autre élément que j'ai pas en ce moment, mais qui me pousse à réfléchir. C'est pas des choses que j'avais envisagées avant le podcast, puis je trouve ça le fun. Là. Puis Randy Fishkin, encore une fois, c'en est un qui était très à l'avant. On sait que quand son départ, entre guillemets, avec des points d'exclamation, mais on sait que son départ de Moz a fait baisser les chiffres. Autant des chiffres de portée sociale, de portée sur les vidéos que de vente. Encore une fois, est-ce que ta question est bonne, est-ce que les gens étaient attachés à Randy Fishkin ou étaient attachés à la marque? Ouais, parce que je pense que la personnalité amène la personnalité étant la personne, là, je veux dire, l'individu va peut-être amener une idée de lifestyle ou une idée d'attachement supplémentaire qu'on n'a pas nécessairement avec la marque. La marque va venir avec l'expérience, alors que le reste, c'est vraiment est-ce que je peux m'attacher à la personne? Ben, t'amènes quelque chose. C'est facile de s'attacher à lui. Là. Il est super charismatique. T'amènes quelque chose de super intéressant. L'attachement, puis l'expérience. Donc, être une référence, est-ce que c'est dominer un marché ou être une référence, est-ce que ça peut aussi être avoir une expérience client qui est hors pair, qui passe peut-être un peu sous le radar, mais qui est capable de se développer d'une manière authentique, d'une manière ciblée, d'une manière peut-être plus lente, mais plus rentable sur le long terme? Ouais, ben, je suis content que tu le mentionnes parce que il y a deux choses dans ma tête. J'essaie de le simplifier en deux là, souvent. Là. Être la référence sur Google, admettons. Ben, je veux être sur la première page, j'ai envie d'être la référence, celle qui va être le plus haut placé. De l'autre côté, je répète souvent aux gens que j'accompagne, pense pas en vendeur, pense en expert. Essaye pas de devenir la référence que tout le monde va vouloir revendre parce que tu as un super bon discours ou que tu es super charismatique, mais sois référé pour les bonnes raisons. Donc, pour ton expertise, pour la qualité de ton produit, pour la solution que tu peux apporter à la situation. Sinon, ben, tu deviens un peddler, tu deviens quelqu'un finalement qui est juste là pour être là. Puis qui essaye de tout faire puis qui n'est pas bon dans rien nécessairement. Puis ça, je pense, surtout en marketing, là, je pense beaucoup en nombriliste, là, mais dans le monde du marketing, moi, je trouve que c'est un problème du monde qui sont super bons dans Facebook, mais ils vont essayer de faire du référencement organique. Le site web n'est pas super bien optimisé. C'est pas la même battante. Mais ils ont un discours de vendeur qui est efficace. Fait qu'ils vont vendre plus. Fait qu'ils sont la référence en termes de les gens les réfèrent beaucoup, mais en termes de qualité de la solution, pas vraiment la référence. Puis je t'amène sur une piste aussi qui est... Là tu viens d'ouvrir une boîte de Pandore dans mon cerveau. Oui, là, ça va. Tant mieux. Attache-toi, on s'en va quelque part. L'importance du vendeur ou l'importance de la personne qui est en contact avec la communauté est super grande, surtout au Québec. Ce qu'on voit dans les chiffres, aux États-Unis,
En Ontario, dans l'Ouest canadien, c'est un peu entre les deux. L'importance du vendeur est moins là, l'importance de la marque puis l'importance de l'expérience est beaucoup plus grande que celle du vendeur. Ce qu'on voit encore, puis c'est pour toute catégorie démographique, c'est que le vendeur, le contact humain qui est là, a une très très grande importance aussi. Donc c'est pour ça qu'au Québec, ce qui fonctionne beaucoup, c'est d'être capable d'identifier la personne en arrière de la marque, d'être capable d'identifier la personne qui est en arrière de la bébelle pour être capable de dire je veux faire affaire avec lui. Lui, je l'aime, lui, je le trust, lui, je sais c'est qui, lui, je veux travailler avec. Donc, il y a ce côté-là aussi. Donc, là, on parle d'expertise, on parle de référence à son plus grand, donc à son plus haut niveau, donc au niveau de la direction, puis au niveau de la marque, puis de l'image de marque, ce qui est parfait. Mais est-ce qu'être une référence dans la vente, est-ce qu'être une référence sur le terrain peut aussi apporter plus d'eau au moulin que justement une marque? Autrement dit, parce qu'un vendeur peut travailler à contre-courant d'une marque qui est moins intéressante, mais que lui est capable de travailler sur un contact puis amener ça plus loin. Ouais. J'ai aucun doute qu'un bon vendeur peut vendre comment qu'elle dit ça, un frigidaire aux Esquimaux, là. Tu sais, c'est ce que je trouve difficile là-dedans, c'est qu'à quelque part, un excellent vendeur, pour moi, un excellent vendeur, c'est pas quelqu'un qui vend une mauvaise solution, c'est quelqu'un qui va vendre la bonne solution à la bonne personne. Fait que, tu sais, ma propre perception d'un bon vendeur va être influencée par ma façon d'envisager, bon, c'est quoi une référence. Ouais. Cela dit, faut pas se le cacher, là, il y a beaucoup de... Encore une fois, ça serait facile d'en nommer une, là, je la nommerai pas, mais bon, il y a eu une marque à un moment donné qui est arrivée, vendait des bijoux. Les bijoux, c'était d'une qualité très discutable. Je l'ai acheté à ma conjointe et on a été très déçus. Les vendeurs étaient excellents, le branding était excellent, la personnalité publique était excellente, le produit, c'était du subpar. C'était vraiment quelque chose de très ordinaire que ça valait pas du tout le prix qu'on a payé. Versus d'autres solutions, mettons, locales, que j'allais chez Tutti Frutti, ici, à Rimouski, à un moment donné. Même prix, super beau produit qui a duré, il est encore bon. L'autre a cassé, celui que j'ai acheté chez Tutti Frutti est encore là. Fait que tu sais, c'est ça, pour moi, ça, même si c'était une référence à cause de la personnalité publique qui était derrière la marque, même si la marque était devenue super populaire puis devenue une référence en matière de bijoux au Québec, puis qu'après ça, bon, on avait des vendeurs super efficaces, ça reste que dans ma tête, c'est pas devenu une référence au niveau qualité du produit ou qualité de la solution qui était offerte. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, ton qualificatif de référent peut être aussi un qualificatif de notoriété personnelle. Ouais, ben il y a une typologie, je vais utiliser le bon mot, un vendredi, fin d'après-midi, grosse semaine, fait que peut-être typologie... L'éducateur en soi, tout d'un coup, essaye de... Ouais. Mais, tu sais, il y a une catégorisation à faire, référence de vente, référence référence au niveau des ventes, référence au niveau de la qualité, référence au niveau de la personnalité, référence au niveau de la marque. Tu sais, je pense qu'il y a une façon de le segmenter, de le catégoriser, qui tout viendrait finalement à former un tout qui est est-ce qu'on est une référence, c'est at large. Puis dans ce cas-ci, ben at large, c'est devenu une référence malgré que le produit, c'était, pour les autres comme ça, c'était de la cochonnerie. Fait que c'est ça, c'est pas quelque chose de très tangible. C'est quelque chose qui se vit dans le temps, qui se teste dans le temps. Tantôt, tu parlais de durabilité, notamment. Ben mettons, pour moi, une bonne référence, quelqu'un qui va rester pertinent longtemps, qui va toujours être pertinent, qui ne perdra pas de sa pertinence après une utilisation. Admettons, j'achète un produit, c'est vraiment pas convaincant. Ça y est, je le jette, mais ça reste qu'ils vendent beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux clients qui arrivent. Est-ce que c'est une référence pour autant? Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de clients qui l'achètent, mais ça n'est pas une à cause que le produit ou la solution vendue est pas bonne. Bon. Il n'y a pas de récurrence. Fait que tu sais, c'est quasiment s'il faudrait évaluer plusieurs aspects différents pour dire est-ce que c'en est une ou pas. Là. Le gestionnaire en moi là, est en train de capoter.
Ça veut dire que pour être capable de nommer une référence, ça prend des KPI qui sont bien identifiés, identifiables et mesurables. Ouais. J'ai Gros Gars en chef qui dit, pour moi, entre autres, un bon vendeur, ça vend un bon produit, une vraie solution. Un mauvais vendeur, c'est celui qui va essayer de vendre un tas de marde plaqué ou avec plaster pour un problème en disant que c'est ça la solution. Ouais, puis tu sais, en marketing, c'est pas facile, ça. Dans le sens, je fais du marketing, tu fais du marketing, on est associé à la vente. On fait de la vente. À la limite, si je cherche à simplifier au maximum ce que je fais, ben je cherche à vendre ce que tu as offert. C'est ça. Le problème, c'est qu'on est dans la même catégorie que des vendeurs de chars qui vont nous vendre une Lada en nous disant ah oui, en hiver, ça va être excellent. Eh boy, tu sais. Mais t'as le dash te tombe sur les genoux pour déjà en avoir eu un. Ouais. Mais ça, c'est un autre détail. Tu sais, c'est ça, c'est la vente en elle-même a un côté qui est péjoratif, qui est pas bien reçu ou bien compris. De la bonne vente, c'est ce que Gros Gars vient de dire. C'est quelqu'un qui va vouloir nous aider. Alors qu'un vendeur pur et simple, c'est pas quelqu'un qui veut nous aider, c'est quelqu'un qui veut augmenter son chiffre de fin de la semaine. Là, avoir un KPI, admettons, ben, j'ai vendu 10 forfaits téléphoniques à des gens qui n'en avaient pas besoin, mais je les ai vendus. Okay. C'est un sujet qui est complexe, mais en même temps, comme tu dis, je pense qu'en ayant des indicateurs de mesure, des choses mesurables, justement, plus concrètes, là, c'est que ça devient intéressant parce qu'on ne parle pas de perception. Est-ce qu'on perçoit la chose comme une référence, mais de choses concrètes? Est-ce que la solution vendue, est-ce que la marque est une vraie référence parce qu'on a des choses pour l'appuyer? Les clients sont satisfaits, il y a de la récurrence, la personne derrière est cohérente. Bref, c'est ça. Je pense que tu as bien touché le problème. Ça nous prend quelque chose à mesurer. Parce que sinon, on se retrouve avec le même problème que les radios à Montréal. Sont toutes numéro 1, sont toutes numéro 1 de quelque chose, puis ils font toutes... à un moment donné, sont toutes une référence, sont toutes premières dans quelque chose. C'est facile. Tu le sais autant que moi, là, on travaille avec des chiffres, puis ça fait assez longtemps qu'on travaille conjointement sur des dossiers pour que tu vois comment c'est assez simple de manipuler un chiffre pour lui faire dire ce que tu veux. Le jumeler avec du marketing, après ça, on s'entend que ça peut devenir une bombe à retardement. Ouais. Puis tu sais, de l'autre côté, en même temps, tu parles de chiffres. Pour devenir une référence, admettons, si je regarde plus, moi, je pars de rien, j'ai des connaissances, j'ai des compétences, mais comment je fais pour devenir une référence? C'est drôle, moi, je travaille rarement, pour pas dire presque jamais maintenant, en me basant sur rien, en me basant sur une impression ou sur je suis le meilleur. T'es le meilleur comment? Puis comment tu peux montrer que t'es le meilleur? Michel, c'est du show je pars don't de tell. chiffres, je pars d'études de marché, je pars de ce que toi, tu vas me fournir des fois, justement, pour finalement influencer comment moi, je vais faire la marche à suivre pour devenir une référence. Donc, si on regarde dans le chat, Gros Gars en chef, un indicateur de performance pour toi, pour nommer une référence, ça serait quoi? Michel, pour toi, c'est quoi? Eh boy! Je pense que ce serait un ensemble de choses et non pas juste un. OK. Une des choses peut-être, là je pense purement Google, purement moteur de recherche. Une des choses qui pourrait m'indiquer qu'une personne est une référence, c'est la position organique sur, admettons, sur une requête très précise. Pas sur quelque chose de trop général. Quand c'est trop général, tout le monde essaye de le faire. Mais quelqu'un que je trouverais, admettons, je sais pas moi, méthode organique pour déboucher ma toilette, parce qu'on était dans le sujet de toilette depuis le début. Là. Juste de trouver une question précise. Je veux trouver comment déboucher ma toilette sans nuire à l'environnement. Un plombier local qui a répondu à cette question-là qui pop. Peut-être qu'il n'y aura pas full de portée, full de visibilité à chaque mois, mais j'ai l'impression que comme il répondrait à la question, puis que c'est lui que je verrai en premier ou dans les premiers résultats, pour moi, ça serait un indicateur que c'est une référence. Il a pris le temps de créer un contenu, il a pris le temps de montrer son expertise, d'offrir une solution précise à une clientèle très précise. Mais pour moi, ça serait un ensemble d'indicateurs et non pas un seul qui donnerait la réponse. Là. Toi, Jean-François? De mon côté, tu me connais, là, c'est sûr, ça va être l'expérience client.
c'est là que ça va passer. Le meilleur référencement reste encore celui qui est humain, celui qui est sincère, puis celui qui est authentique. Celui qui est capable de dire j'ai eu un excellent service, j'ai rencontré cette personne-là, j'ai utilisé ce produit-là, c'est excellent. C'est encore le pourquoi sur les réseaux sociaux que les références fonctionnent. Quand je parle de référence, c'est pas nécessairement qu'une personne dit hey, je cherche tel produit, avez-vous quelque chose? La personne qui va dire je veux m'acheter tel produit, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est de l'art. Quand on est capable d'avoir une communauté alentour de la marque qui est précise, qui est définie, puis qui est capable de défendre la marque, puis de dire écoute, c'est le meilleur achat que j'ai fait de ma vie. Ça, d'un point de vue marketing social, c'est ce qui est le paroxysme de toute la patente. Parce que rendu là, c'est d'alimenter le feu, puis la communauté va faire le travail pour toi. Ouais, puis je trouve ça le fun ce que tu dis parce que je peux amener une comparaison que j'expérimente beaucoup maintenant avec le BNI à Rimouski, groupe d'affaires de réseautage, un Spotted, on arrive sur le Spotted, c'est vite. Hey, j'ai besoin de marketing à Rimouski ou j'ai besoin d'un forfait téléphonique. Avez-vous d'autres choses que les grandes marques, là, les TELUS et compagnie? C'est vite qu'on va voir les noms popper des membres du BNI, admettons le mien, admettons DCV Télécom ou de l'inspection, on va voir les noms là, justement qui sont membres de la section. Mais en même temps, ça a moins d'impact ou moins de valeur que, comme tu dis, quelqu'un qui se demanderait sur la page ou dans une page ou un groupe, ce produit-là, qu'est-ce que vous en pensez? Cette personne-là, qu'est-ce que vous avez vécu avec elle? Là, on est purement dans l'humain, on n'est pas juste dans hey, appelle-lui, il est bon. Fait que tu sais, je comprends le point que tu amènes, puis oui, je le trouve très intéressant. Quelqu'un qui arriverait sur la page d'une compagnie puis qui pose la question qu'est-ce que vous en pensez? La compagnie répond c'est correct. Oui. Mais là, tu as 4, 5, 6, 50 personnes qui arrivent et qui disent hey, oui, moi, je suis super satisfait. Tu n'as pratiquement personne qui dit qu'il n'était pas satisfait. Oups, là, tout d'un coup. Là, tout d'un coup, il prend une avance. J'écris au gars en chef qui écrit, il va essayer de faire ça simple. C'est une business comme, bon, on va le nommer, là, la pâtisserie Duquette à Sherbrooke. Lui, il dit qu'il est à Sorel. Et cette business-là a fait son nom juste sur du bouche à oreille au début. C'est quelqu'un qui est capable de faire son nom par des clients satisfaits en démarrage d'entreprise. Ça va forger le type d'entreprise qui va être le produit intéressant, puis le produit pour lui aussi intéressant. Mais tu sais, j'attire votre attention sur les trois choses qu'on vient de dire, ces trois choses qui sont pas simplement technologiques, qui sont très humaines et qui sont pas nécessairement, ça sera pas nécessairement la première entreprise qui va sortir sur Google. Spécial, hein? Ça veut dire que ce que nous, on considère comme une référence, c'est peut-être pas nécessairement ce que les algorithmes vont nous donner. C'est peut-être pas nécessairement ce que les algorithmes vont nous montrer. C'est peut-être pas nécessairement ce que on va être capable d'aller chercher. Ben, notre feeling est encore important, notre recherche est encore important, puis surtout dans un esprit post-pandémique où on essaie de travailler sur du local, d'encourager nos entrepreneurs, d'encourager les entrepreneurs, les fabricants d'ici, d'encourager les gens qui sont alentours. C'est super important. Gros gars en chef, il réenchérit en disant, pour moi, ça a plus de valeur que le gars que je vois au début des vidéos YouTube qui veut me vendre un plan de diète de 3 ans en mangeant de la pizza, que je sais clairement que c'est de la bullshit. Je comprends. Oui, mais c'est ça. Mais c'est encore là. Ce que tu disais, là, je trouve ça le fun parce que, admettons, je parlais, mais le premier résultat sur Google, au niveau local, moi, je cherche la meilleure recette ou la meilleure personne pour faire un pain, vraiment un pain maison. Je le sais, je vais trouver des sites comme Ricardo, je vais trouver des sites qui vont m'expliquer, ou des blogueurs super populaires, des blogueuses populaires qui vont expliquer une belle recette avec une belle longue histoire. La référence pour moi, ça va être la petite boulangerie locale qui a 7, 8, 9 avis sur Google, une petite page Facebook un peu alimentée, mais avec beaucoup de gens qui disent hey, moi j'y retourne, qui réagissent aux photos du jour, qui vont demander c'est quoi l'horaire.
pas nécessairement une entreprise qui va avoir un marketing poussé à fond, qui sont tout le temps là à nous faire des actions quotidiennes ou même multiples actions quotidiennes pour faire du marketing, mais qui nous montrent leurs produits, qui nous montrent qu'ils sont proches des gens qui veulent servir. Celle-là va arriver un peu plus haut dans le résultat de recherche parce qu'elle a des avis, parce qu'elle s'affiche Google, oui. Mais comme tu dis, c'est l'expérience des gens qui vont m'influencer. Tu sais, c'est quand je vais voir, hey, telle personne dit que le pain est débile, puis que si je vois le mardi matin entre 8 et 9 heures, il vient de sortir du four. On va y aller entre 8 et 9 heures, puis il va y avoir une petite file derrière qui va faire en sorte que peut-être je n'aurai pas mon pain, là, parce que tout le monde va y aller. Comme on parle toujours de devenir une référence, est-ce que devenir une référence, ça peut générer des ventes? Ce qu'on est en train de voir, puis ce qu'on est en train, en discutant, nous deux, puis en regardant aussi avec les personnes dans le chat, merci encore d'être présent, merci d'être là, c'est tellement enrichissant, c'est tellement plaisant d'être là. C'est que l'expérience client, l'expérience wow, le wow qu'on laisse au client est très important. Ouais. Tu sais, je fais juste penser à ma situation personnelle. Même si mon marketing m'amène de l'argent, m'amène des ventes, les plus beaux projets ne sont pas venus juste par le marketing, sont venus par d'autres projets que j'ai faits avec des gens qui me connaissent maintenant et qui ont parlé de moi. Oui. Je pense qu'un ne va pas sans l'autre, mais il ne faut pas oublier que les relations qu'on a créées avec d'autres personnes, l'impact qu'on a eu dans leur vie, ou encore justement dans le cas d'une boulangerie, ben est-ce que les gens ils ont aimé ce qu'on a fait comme produit? Ça reste, puis ça, c'est durable, puis ça va en générer d'autres après. Encore une fois, si on se base juste là-dessus, je pense que par contre, on perd de vue que oui, il y a un peu de vente qu'il faut faire à côté, là. On n'a pas le choix de se mettre en valeur pour que les autres nous mettent en valeur à quelque part. Michel, toute l'attention est sur toi. Encore, ben oui. Est-ce que devenir une référence, ça peut générer des ventes? Oui, absolument. Oh, oui. Même si je pense juste point de vue web, oui. Si je pense juste point de vue humain, oui. Si je pense aux deux en même temps, oui. Oui, ça peut le faire. L'important, c'est de bien définir c'est quoi une référence. Puis de bien définir où est ma référence. Est-ce que je veux me battre contre McDonald's ou est-ce que je veux me battre contre quelqu'un du coin? Est-ce que je veux être une référence locale ou je veux être une référence internationale? Ben là, Jean-François, tu me donnes envie de te prendre un petit 5 minutes de plus, là, c'est ce que tu viens de dire. Est-ce qu'une référence, c'est ça? Bon, je vais l'amener autrement. Walmart, en quoi c'est une référence? On va te le poser comme ça. En quoi Walmart, c'est une référence? Reste que c'est le magasin le plus populaire présentement en Amérique. C'est celui dans lequel les gens, sans penser, sont capables de s'assurer qu'ils vont trouver un type de produit. C'est pas nécessairement les meilleurs produits, c'est des produits qui sont d'entrée ou de gamme ou de bas de gamme, qui sont pas nécessairement faits localement. Par contre, ils vont réussir à trouver des choses. Une des choses à considérer pour Walmart, par contre, c'est qu'ils ont aussi une mauvaise presse, ce qui fait que pour contourner ça, marketing oblige, ils sont maintenant aussi en train de regarder à travailler sur leur achat local. Donc, ils ont souvent un pouvoir d'achat local plus impressionnant que d'autres magasins. Donc, ça devient aussi une ressource intéressante pour certains produits locaux. Je ne dis pas que c'est 80% des produits qui sont locaux. Là. Entendez-moi bien. Par contre, le pouvoir d'achat est quand même assez intéressant. Donc oui, ça reste une référence. Est-ce que je magasine là constamment? Est-ce que c'est mon magasin de prédilection? Non. Ouais, mais ça, ce que tu touches, c'est finalement c'est une référence parce qu'ils offrent des prix plus bas puis qui sont populaires. Mais c'est pas une référence en matière de qualité des produits nécessairement. Non, pas nécessairement. Tu vois, faudrait c'est ça, encore là. Catégoriser. C'est ça, avec là, on est rendu à 3 millions de catégories. J'ai Kroger en chef qui dit être une référence, ça peut générer des ventes, mais il faut que tu connaisses le prix du marché dans lequel tu es. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Je finis juste à Walmart. Je trouve ça intéressant que tu amènes ça. Puis après, je retournerai sur ce que Kroger en chef a dit. Là. Quelqu'un qui faisait une joke sur Reddit l'autre fois, Walmart, c'est la preuve que c'est le capitalisme qui run et non pas l'humain, parce que les gens qui nous accueillaient avant, c'est rendu les gens qui vérifient nos factures en sortant.
Ils ont transité avant. Bon, tout d'un coup, Avant, ils ils ont nous pris une tournure. accueillaient. Hey, bienvenue chez Walmart. Parce que ça, c'est hey, t'as-tu payé tes trucs? Mais oui, ce que Grosjean en chef disait, oui, si tu connais pas du tout ton marché, même si t'es le meilleur au monde, là, comment je n'ai vu arriver justement qu'il nous disait que c'était les meilleurs, puis qu'ils étaient bons, puis ce qu'ils faisaient, les autres le font pas, mais que finalement ils connaissent pas pantoute à qui ils s'adressent, puis qu'ils connaissent pas leur compétition, ils fonctionnent avec des œillères. C'est pas facile, pour pas dire impossible, de percer quand on fonctionne comme ça. Là. Gros grand chef qui dit si tu un produit avec la même qualité que ton compétiteur, mais 30% plus cher, c'est pas sûr que je vais acheter ton produit. Et ça l'explique en partie le problème d'achat local qu'on retrouve présentement. Parce que oui, ils ont le même produit en bout de ligne. Ils ont la même qualité sensiblement, mais à un peu plus cher. Puis là, la question est là. Faut se poser la question en tant que consommateur, est-ce que je suis prêt à dépenser pour encourager plus local ou est-ce que je vais arriver aussi à la fin du mois? Là? Donc, il y a ce questionnement-là qui est là. Quand je vais aux normes, moi j'aime beaucoup encourager local, mais il y a des choses que je peux pas acheter local. Si je le faisais, ben mon panier d'épicerie serait vraiment beaucoup plus petit que ce que j'ai en ce moment. Gros grand chef, il dit l'économie, ça run tout. Même quand tu bois de l'eau, tu es dirigé par l'économie. Ouais, puis on est chanceux au Québec, on paye pas. On paye avec nos taxes, là, mais on paye pas à consommation dans toutes les municipalités. Où ce que je suis, c'est encore gratis d'ouvrir le robinet. C'est bon, profites-en. Ouais. Écoute, Michel, ça fait déjà 42 minutes. On disait qu'on va faire un 20, fait qu'on a fait un 42. On se connaît bien, c'est le fun. Ben oui. Donc, on a pu discuter de ça. On a pu faire le tour rapidement du sujet. Gros gars en chef, il nous a aidé là, avec des beaux exemples. Puis encore une super belle interaction. Merci tellement d'être là. C'est tellement précieux pour nous autres. Ben oui, c'est lui qui est arrivé avec ses 3 meilleurs exemples au début, là, fait que merci. Merci d'avoir été là. Ça, le Kleenex, là, on aurait dû y passer. Ouais, j'avoue. Gros grand chef, il dit, pour boire ton verre d'eau, tu payes un loyer, tu payes tes taxes, tu achètes un verre, tu peux mettre ça autre. Fait qu'à un moment, quand tu fais le tour, finalement, tu as payé bien des fois ton eau. Tu le payes cher. Je reviens avec le pot que j'ai payé moi-même, avec la feuille de papier que j'ai payé moi-même de l'infâme pot. C'est le temps de piger un autre sujet pour la semaine prochaine, Michel. J'ai hâte de voir ça, là. À date, on s'ennuie pas, c'est ça. Même aujourd'hui, on se disait avant, hey, j'ai pas tant de stats, mais non, finalement, pas eu besoin de stats, on a choisi quand même un bon bout. Pourquoi la planification est-elle aussi négligée sur le web? Oh my god, ouais. Ça, on a des histoires d'horreur à compter avec ça. Moi, j'en ai quelques-unes, en tout cas. Ouais, des gens qui fonctionnent juste en mode réaction, là. Ouais. Ça se peut que la strap elle sorte. Ouais, puis là, la question, c'est pourquoi c'est négligé, c'est pas les conséquences de, c'est le pourquoi on rentre dans le psychologique des gens. Là. On rentre dans le psychologique. On est en psychologie, on est en neuro. Parler du neuromarketing et la planification, là, on tombe de mon côté. On tombe dans mon champ d'expertise. On va pouvoir chialer contre Facebook, comme tu disais au début. Là. Yes! Encore. Gros gars en chef qui dit même quand tu marches dans le parc, la buvette est payée par tes taxes. En bout de ligne, on paye tout anyway. Donc, la semaine prochaine, pourquoi la planification est aussi négligée sur le web? On va pouvoir regarder, on va pouvoir penser aussi à qu'est-ce qui est à planifier sur le web. On va essayer de démystifier ça. Puis on va essayer de comprendre c'est quoi le frein. Qu'est-ce qui fait que les gens ont un frein à la planification? Puis on pourra peut-être même parler de budget autour de ça, là, parce qu'il y a une question de budget là, qui est là aussi. Ouais, le temps est souvent amené, mais comme tu dis, le budget, c'est... En tout cas... je vais regarder mes idées pour la semaine prochaine. C'est bon, ça. Michel, encore une fois, un grand merci pour cette semaine. Merci pour ce podcast-là. Ça a été un super plaisir de travailler avec toi encore cette semaine. Gros gars en chef, encore une fois, merci pour tes commentaires. Merci pour les commentaires sur l'économie. Très, très vrai et drôle à la fin. C'est un peu triste quand on y pense. Fait que, comme c'est vendredi, mais on va aller boire ça pendant qu'il fait 25 dehors, avec un beau soleil, finalement. On va pouvoir profiter de notre terrain qui est payé avec nos taxes aussi. Donc, on va pouvoir passer à ça.
Je vous dis un grand merci, Michel, à la semaine prochaine. Gros gars en chef, reconnecte-toi la semaine prochaine, ça va être un plaisir. Amène tes amis, dis-leur qu'ils s'abonnent à Twitch, dis-leur qu'ils nous suivent sur YouTube. Laissez des commentaires. Hey, en passant, là, si vous voulez qu'on parle d'un sujet particulier qui touche au marketing ou à la technologie de près ou de loin, allez sur YouTube, commentez dans les vidéos, ça va nous faire plaisir, on va les prendre, on les rajoute à la rotation, on va en discuter, on est ici juste pour ça, on est ici juste pour discuter, puis être capable de vous amener de l'information. Michel, on est capable de nous suivre en podcast, en audio ou... Oh, je me suis fait piéger encore. Encore? Spotify. TuneIn. Je vais y aller, Michel, c'est correct. Spotify. Spotify, TuneIn, iHeartRadio, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, je l'ai dit. Donc, non, ça vaut vraiment la peine. Là, on est vraiment là. Donc, c'est ultra important. Là. Ouais, t'es en train de prouver, hein, on regarde nos stats. Là, ouais. T'es en train de prouver que finalement, je suis là contre Facebook, tant qu'à ça. Là. Pas mal plus efficace de faire un podcast puis de le partager comme tu le fais un peu partout, justement, de l'utiliser au plus grand nombre, ou de le rendre accessible au plus grand nombre de cette façon-là, que d'essayer de juste focusser sur une plateforme comme Facebook. Là. Merci de tes efforts, Jean-François. Je trouve que ça apporte, puis en plus, c'est le fun. Les interactions qu'on a en ce moment là, avec Groga, notamment, vraiment cool. C'est un plaisir pour moi, le gros gars en chef qui dit yes. En plus, c'est clair, il faut qu'il aille pogner le bout qui a manqué sur YouTube. Il va falloir qu'il passe là. Puis, il attend encore notre Discord. On travaille là-dessus, Michel. Ah oui, fallait que je t'en parle. On n'a pas parlé avant. Là. On n'a pas parlé à notre réunion avant, on n'a pas parlé à notre rencontre, parce que pour ceux qui ne savent pas, on fait une rencontre de nos dossiers qu'on a en conjoint avant. Puis oui, ça en fait partie. On regarde ça. Puis c'est pour très bientôt, le gros gars en chef. Puis, suis-nous sur la chaîne, tu vas le savoir en primeur. Ça va être ici que ça va se passer. C'est ici qu'on l'a live. Les autres, c'est juste en différé. Donc, c'est sur Twitch qu'on va voir ça en première. Michel, un grand merci. Gros gars en chef, un grand merci. À la prochaine. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Là.